Are you looking for an adventurous summer job? Well, how about hunting invasive Burmese pythons in the Everglades? The South Florida Water Management District is paying $8.10 an hour to hunt the slithering creatures. L'invasion silencieuse des Everglades. Les Everglades de Floride ont été violemment envahis par des pythons, des serpents géants avalant la faune sauvage en entier, transformant l'écosystème en zone de catastrophe biologique et poussant l'ensemble vers l'effondrement. Dans une tentative désespérée de se sauver, la Floride a lancé l'urgent projet anti-python. Mais les conséquences qui ont suivi étaient pas quelque chose que personne n'avait anticipé, un mystère si troublant qu'il a laissé les experts se demander ce qui se passait vraiment dans le marécage. La crise des pythons en Floride. La Floride, avec son climat subtropical humide et ses zones humides aquatiques, était un point chaud biologique, un endroit où les créatures natives et non natives pouvaient facilement prospérer. Il y a 30 ans, les zones humides débordaient de vie. Ce havre chaleureux, cependant, abritait également une catastrophe silencieuse. Une qui n'est pas arrivée sur des navires bruyants, mais dans de petites caisses en bois. Elle venait de très loin, transportée par des gens qui la traitaient autrefois comme un animal de compagnie, et elle est devenue l'un des plus gros problèmes de l'État. Dans les années 1970, un nouveau chapitre étrange s'est ouvert en Floride. L'énorme python birman, l'un des plus grands serpents au monde, faisait partie du commerce d'animaux exotiques, une industrie qui traitait les reptiles massifs comme des chats domestiques. De nombreux propriétaires ont rapidement réalisé que ces créatures énormes étaient trop difficiles à entretenir. Incapables de gérer un serpent qui pouvait dépasser 5 mètres 50 de long et pesait bien plus de 90 kg, ils l'ont simplement relâché dans les marécages voisins. C'est ainsi que le python, originaire d'Asie du Sud-Est, a d'abord trouvé son chemin vers les Everglades. Pour comprendre comment ces débuts discrets se sont transformés en crise, la chronologie a comblé les lacunes. La première observation d'un python s'est produite entre 1980 et 1990, mais la véritable accélération de la population est venue d'un complice que la plupart des gens ne soupçonneraient jamais. Le vent. En 1992, le monstre de catégorie 5, l'ouragan Andrew, a balayé la Floride. L'ouragan a détruit des bâtiments et fracassé le récit des Everglades. Andrew, une tempête puissante, a dévasté un centre d'élevage de pythons, entraînant la libération de centaines d'autres serpents. Les portes d'une prison naturelle ont été déverrouillées, et les pythons ont commencé à se répandre silencieusement à travers le parc national des Everglades, la réserve nationale de Big Cypress et les zones environnantes. Au fil des années, le paysage a commencé à changer d'une manière que la plupart des gens n'ont pas remarqué au début. Il y a 30 ans, les Everglades étaient un endroit très différent de ce qu'ils sont aujourd'hui. C'était un écosystème riche où, à une époque, les gens pouvaient aller voir la faune de toute taille. Au début des années 2000, les scientifiques ont confirmé l'établissement d'une population reproductrice et ont officiellement classé les pythons comme espèces envahissantes. Les pythons avaient trouvé un foyer parfait. Annalise Fussell, étudiante en master, a noté « Ils semblent avoir été faits pour ce type d'environnement. Ils étaient semi-aquatiques, souvent trouvés près ou dans l'eau. Ils étaient maîtres du déguisement, possédant une coloration cryptique qui les rendait presque invisibles. Leur peau était de couleur tan avec des taches sombres le long du dos et des côtés, ressemblant à des pièces de puzzle ou aux marques d'une girafe. Ils possédaient également une tête en forme de pyramide avec un coin sombre en forme de pointe de flèche. Cette furtivité leur a permis de devenir des super prédateurs dans un système sans contrôle naturel. Le python était un généraliste, ce qui signifie qu'il ne dépendait pas d'une espèce de proie spécifique et ciblait un large éventail de groupes taxonomiques. Cette flexibilité, combinée à la capacité de survivre pendant de longues périodes sans nourriture, a transformé le python en un chasseur constant et implacable. Avec tant d'avantages empilés en sa faveur, la scène des Everglades a basculé plus rapidement que quiconque ne l'avait prévu. L'effet de cette invasion ressemblait à un silence soudain et profond tombant sur le marécage. Les Everglades sont devenus un fantôme de leur ancien moi. Les relevés routiers de 1996 à 1987 et de 2003 à 2011
ont révélé une histoire dévastatrice d'absence au fur et à mesure que les pitons se répandaient. Les ratons laveurs, les opossums, les lynx roux, les lapins et les renards ont pratiquement disparu, montrant des déclins de 88 à 100% dans la fréquence à laquelle ils étaient observés. Les scientifiques ont rapidement traqué les lapins des marais qu'ils avaient tenté de réintroduire dans la région. Les pitons sont apparus comme le prédateur dominant, décimant la population de lapins en moins de 11 mois. La disparition de ces petits mammifères a rendu les chasseurs natifs, tels que les renards et les panthères, de plus en plus difficiles à localiser. Leur absence elle-même raconte l'histoire, façonnée par un envahisseur que peu de Floridiens avaient vu venir. Juste au moment où il semblait que les Everglades avaient suffisamment souffert, une nouvelle information a émergé, illuminant pourquoi l'ascension du python était presque inarrêtable. Le potentiel reproductif élevé du serpent a scellé le sort de l'écosystème. Une femelle typique, qui pouvait vivre 2 décennies ou plus, produisait une couvée massive de 20 à 50 œufs tous les 2 ans. Aggravant les choses, une étude d'une décennie commencée en 2001 a découvert une nouvelle menace plus rapide, les pitons hybrides. Sur 400 pitons capturés, 13 portèrent les signatures génétiques du python des roches indiens, une espèce décrite comme plus petite et plus rapide que le python birman. La crise évoluait. Aujourd'hui, la bataille est raide et difficile. Les serpents passaient la plupart de leur temps dans des terriers ou l'eau, ce qui signifie que même les herpétologues chevronnés ne montraient qu'1% d'efficacité dans la détection des pitons. En raison de la difficulté à les localiser, les experts ne peuvent pas s'entendre sur les chiffres de population, avec des estimations allant d'au moins 30 000 à plus de 300 000, bien que plus de 23 000 pitons birman aient déjà été retirés de Floride. Les biologistes estiment que ce nombre n'est qu'une fraction de la population. Le python birman se présente aujourd'hui comme l'un des cas les plus destructeurs et emblématiques d'invasion biologique dans les États-Unis modernes. Pourtant, même avec des milliers de pitons retirés, les Everglades étaient loin d'être en sécurité. La chasse aux géants cachés, la Floride avait passé des années à essayer de déjouer le python birman, mais cela ressemblait souvent à jouer à cache-cache avec une créature qui ne se fatiguait jamais, ne manquait jamais de cachette et ne voulait jamais être trouvée. Une grande partie de l'aire de répartition du python se trouvait dans des endroits où les gens pouvaient à peine marcher et encore moins chercher. À cause de cela, essayer de contrôler leur nombre croissant ressemblait à courir dans un mur qui ne bougerait pas. Chaque idée que les gens essayaient finissait par ne fonctionner qu'un peu. La première idée simple était le piégeage, une méthode traditionnelle de capture de serpents. Le piégeage signifiait construire un entonnoir inévitable et une clôture de dérive pour guider le serpent à l'intérieur. Mais la terre elle-même a riposté. La fondation de calcaire dense des Everglades rendait la construction nécessaire de clôtures de dérive adéquates difficile. Même si un piège était construit, le python, un embusqueur patient, bougeait rarement à cause de ses habitudes de chasse et était donc moins susceptible d'y ramper. Et finalement, la zone immense que les pitons occupaient sapait l'utilité d'essayer de les piéger partout. Toutes ces considérations rendirent le piégeage comme essayer d'attraper une ombre à main nue. Ensuite, les individus se sont tournés vers leurs compagnons de confiance, les chiens. Ils ont suggéré d'utiliser des chiens de détection comme moteur de recherche vivant pour flairer l'ennemi caché. En 2011, une évaluation a comparé ces équipes de recherche canines aux équipes de recherche humaines. Dans les recherches de parcelles contrôlées, les équipes canines n'ont eu qu'un peu plus de succès par rapport aux humains. La végétation épaisse, qui réduisait la visibilité et retenait les odeurs, limitait le succès de l'homme et du chien. Cependant, les chiens étaient des héros dans l'eau. Dans les recherches de canaux, l'équipe de recherche canine a eu beaucoup plus de succès, atteignant un taux de réussite de 92% et était capable de couvrir 3 fois la distance des chercheurs humains. Néanmoins, même cet outil était souvent impraticable. Le danger posé aux chiens relâchés dans les Everglades, le fait que des indices olfactifs limités flottaient dans l'eau peu profonde et le coût plus élevé par rapport aux chercheurs humains signifiait que les équipes canines n'étaient pas une solution généralisée.
Sans piège réussi et sans équipe canine fiable et généralisée, les autorités locales se sont tournées vers le seul ennemi restant assez grand pour combattre le monstre, et cet ennemi était les gens, le nouveau prédateur. L'État a lancé une contre-offensive sérieuse. La chasse aux pythons en Floride était quelque chose que quiconque était prêt à maîtriser un serpent massif pouvait faire. Les pythons, en tant qu'envahisseurs non natifs, n'étaient pas protégés. Les gens pouvaient légalement les chasser toute l'année sur des terres privées et dans 25 zones de conservation d'État sans permis ni licence de chasse. L'État organisait même une compétition sponsorisée, le Python Challenge, qui offrait des prix en espèces aux participants. La bataille est devenue un travail à plein temps. En 2017, le district de gestion de l'eau de Floride a créé une équipe permanente de 50 chasseurs de primes, sous contrat, travaillant aux côtés de 50 autres entrepreneurs employés par la Commission de conservation de la faune et de la pêche de Floride, également appelée FWC. Ces chasseurs étaient payés un salaire horaire plus un bonus basé sur la longueur de chaque serpent retiré. Cette équipe d'action Python FWC, suppression des constricteurs envahissants, appelé Patrick, ainsi que le programme d'élimination des pythons du district de gestion de l'eau du sud de la Floride, appelé PEP, ont commencé à faire une différence. En avril 2025, plus de 23 500 pythons avaient été retirés des zones naturelles de Floride, avec plus de 11 000 pris par les entrepreneurs depuis le début du programme en 2017. Leurs efforts combinés ont progressivement abordé le problème, donnant des résultats trop significatifs pour être négligés. Mais l'expédition n'était pas une chasse traditionnelle. Khalil a dit à Field & Stream que les chasseurs n'étaient pas préparés pour la chasse aux pythons parce que ce n'est même pas proche de la même chose que la chasse. Dans la chasse traditionnelle, vous utilisez un fusil ou un arc pour éliminer votre proie à distance. La chasse aux pythons est pratique. Vous devez d'abord les attraper, puis les éliminer après les avoir sous contrôle. C'est totalement différent. Cette différence est devenue claire au moment où les chasseurs ont rencontré les serpents directement. Bien que non venimeux, les pythons étaient toujours incroyablement dangereux. Leurs morsures pouvaient infliger des dégâts sérieux, causant des dommages tissulaires importants et même une perte de sang potentiellement mortelle. La stratégie de Khalil était de chasser furtivement, marchant lentement vers un serpent calme. C'est quand vous mettez vos mains sur eux qu'ils deviennent fous. Elle visait directement la tête, même si le serpent était enterré. Tout python de plus de 3 mètres livrait un combat féroce. Khalil a même eu des problèmes une fois avec un spécimen de 2 mètres qui s'est enroulé autour de son cou après qu'elle se soit distraite par un appel téléphonique. Tout ce qui dépassait 4,20 mètres était un monstre dans son livre et nécessitait un travail à 2 personnes. Elle a averti que si un chasseur était seul et se faisait envelopper, la meilleure chose à faire était simplement de le laisser partir. Le serpent partirait généralement parce qu'il n'est pas là pour vous blesser. Vous pourriez vous faire mordre, mais vous ne serez pas éliminé. Pour être très prudente avec les plus gros serpents, elle scotchait leur bouche avant de les éliminer. Ajoutant une couche finale et troublante à la bataille était la chaîne alimentaire. Certains chasseurs fabriquaient des produits en peau de serpent à partir des carcasses et les œufs étaient comestibles. Cependant, manger la viande elle-même n'était pas recommandé. Des scientifiques comme le docteur David Grabenhoft de l'US Geological Survey ont découvert des niveaux dangereusement élevés de mercure dans les pythons en raison de la bioaccumulation. Mais rien de tout cela ne se comparait à ce que les pythons faisaient aux Everglades eux-mêmes. Les monstres qui ont dévoré les Everglades, les pythons birmanes, ont prouvé qu'ils n'étaient pas seulement des nuisibles, mais des prédateurs généralistes hautement adaptables. C'étaient les machines à manger de la nature, célèbres pour avaler des repas égaux à leur masse corporelle. Puisqu'ils n'avaient pas de prédateurs naturels dans les Everglades, les pythons étaient libres de se nourrir de tout, des oiseaux et ratons laveurs aux grands reptiles et aux cerfs adultes. Les scientifiques trouvaient souvent une liste choquante de proies dans leurs estomacs lors d'une nécropsie, incluant des oiseaux, divers mammifères, des reptiles et même des animaux protégés comme la cigogne des bois menacés et le rat des bois de Key Largo en danger.
La découverte d'une femelle python géante a de nouveau choqué les chercheurs, prouvant que les serpents étaient des surachievers qui testaient parfois les limites de leur anatomie. Un énorme python birman mesurant près de 5,50 m et pesant 97 kg portait un nombre record de 122 œufs, démontrant qu'elle était une femelle hautement active sur le plan reproductif. Après sa capture, une nécropsie a été effectuée. C'est alors que les scientifiques ont soigneusement ouvert le serpent pour étudier ce qui se trouvait dans son estomac. Le dernier repas de ce serpent spécifique était probablement un cerf de Virginie, car les chercheurs ont trouvé des noyaux de sabots dans son tube digestif. Cette découverte se connectait directement à un schéma que les scientifiques avaient vu auparavant. Un qui continuait de repousser les limites de ce que ces serpents pouvaient faire. Jan Bartoszek, un biologiste de la faune, était une fois de plus à l'avant-garde de ces découvertes choquantes. Il a une fois capturé un serpent de 14 kg 300 qui avait avalé un cerf de 16 kg, ce qui était le plus grand ratio taille-proie python jamais enregistré. Bartoszek a expliqué que les gens étaient souvent surpris lorsqu'ils apprenaient ce dont les serpents géants étaient capables. Ce ne sont pas seulement des lapins et des souris qu'ils mangent, a-t-il dit. Ils peuvent commencer de cette façon, mais très tôt, ils deviennent des chasseurs de gros gibier. Un autre python, mesurant 4,50 m de long et pesant 52 kg, a été trouvé en train de se régaler activement d'un cerf de Virginie qui pesait 35 kg. Bartoszek a décrit le moment. On avait l'impression d'attraper littéralement le prédateur inarrêtable en pleine action et c'était intense à observer en temps réel. L'énorme repas a fait ouvrir au python sa bouche presque aussi largement que possible. Une étude de l'université de Cincinnati a révélé plus tard comment les pythons géraient cela. Les serpents avaient une peau extra élastique entre leurs mâchoires qui leur permettait d'ingérer des proies 4 à 6 fois plus grandes que ce qu'un serpent de taille similaire pourrait avaler. Les scientifiques ont réalisé que les mâchoires puissantes de ce python défiaient tout ce qu'ils pensaient savoir sur les limites physiques de l'espèce. Cette taille et cette capacité incroyable signifiaient que la faune indigène était en difficulté, selon Kenneth Crisco, un gestionnaire de collection d'herpétologie. Un autre avertissement terrifiant sur la menace pesant sur les Everglades a été fourni par l'incroyable puissance du python qui semblait sauvage, presque comme un moment d'une autre époque, confronté à des créatures qui repoussaient les limites de la nature elle-même. Les scientifiques savaient qu'ils n'avaient fait qu'effleurer la surface, et leur recherche de réponses devait aller plus profond. Les serpents qui refusaient de rester perdus, alors que les pythons poursuivaient leur conquête silencieuse, les scientifiques se sont précipités pour comprendre l'ennemi. Les chercheurs ont utilisé 2 outils principaux pour cartographier la guerre secrète du python, l'analyse de capture et la télémétrie radio. Depuis que la population reproductrice a été reconnue, les scientifiques ont soigneusement noté l'historique de capture, le poids et le contenu intestinal de chaque serpent, avec plus de 2000 pythons, y compris des adultes géants de plus de 5,30 m, capturés depuis 2005. Les scientifiques ont également utilisé de petits radioémetteurs implantés chirurgicalement pour suivre les serpents capturés et relâchés sur de longues périodes. Cette télémétrie radio a révélé un fait surprenant en 2014. Les pythons birmans semblaient posséder des sens de navigation de cartes et de boussoles. Les chercheurs ont déplacé 12 pythons adultes de leurs emplacements initiaux. 5 des 6 serpents, qui ont été déplacés de 21 à 35 km, ont montré un mouvement orienté, parvenant à revenir à moins de 5 km de leur point de départ. Cette puissante capacité de retour au point de départ était un facteur supplémentaire qui devait être considéré pour prédire la propagation future du serpent. Ajoutant aux inquiétudes, les pythons transportaient un minuscule autostoppeur invisible d'Asie du Sud-Est, une maladie parasitaire appelée Rayetiella orientalis. Ce parasite a commencé à infester d'autres reptiles de Floride, ce qui signifie que les pythons mangeaient les animaux indigènes et les rendaient malades aussi. La plus grande question cependant concernait la météo.
Les pythons pourraient-ils quitter la Floride et se propager à travers le sud des États-Unis? En 2008, un groupe de scientifiques de l'US Geological Survey, également appelé USGS, a créé une carte de portée projetée suggérant que les serpents pourraient potentiellement prospérer dans jusqu'à un tiers des États-Unis continentaux d'ici la fin du XXIe siècle. Cependant, une autre étude a soutenu que les extrêmes climatiques limitaient l'aire de répartition du python au seul sud de la Floride et à l'extrême sud du Texas. D'autres herpétologistes réputés sont intervenus avec le Dr Brady Barr disant « Les données climatiques révèlent que les températures trouvées dans le sud de la Floride ne sont tout simplement pas propices à la survie à long terme de grands serpents tropicaux. Ces serpents ont disparu lorsque le temps est devenu froid. Pour rendre les choses encore plus confuses, le froid lui-même est devenu un test en janvier 2010, lorsqu'un gel sévère a frappé le sud-est des États-Unis. Des serpents morts ont été trouvés enroulés le long des berges de canaux. Pourtant, de nombreux serpents ont survécu, peut-être en cherchant un abri souterrain. Si ces comportements persistent, la vague de froid aurait pu agir comme un catalyseur pour la sélection de pythons plus résilients. Une étude en 2018 a indiqué que les serpents survivants avaient des changements dans leurs gènes liés à des choses comme la température et la croissance des organes, des traits qui les aideraient à continuer à digérer la nourriture pendant les périodes plus froides. Cela suggérait la création d'une nouvelle population plus robuste de pythons avec une capacité accrue de se propager vers le nord. Et alors que les scientifiques luttaient pour suivre ces changements, une histoire beaucoup plus grande et plus troublante commençait à se dérouler. Une histoire qui révélerait à quel point les envahisseurs remodelaient profondément les Everglades eux-mêmes. La toile qui se défait et la longue guerre, le python birman, n'avaient pas seulement chassé les Everglades, mais avaient également radicalement modifié le terrain, le transformant en un champ de bataille silencieux. Dans les 40 ans environ depuis l'arrivée du python, les mammifères de taille moyenne avaient diminué de plus de 90%, une chute si brusque qu'elle semblait irréelle. Alors que cette perte s'approfondissait, les Everglades avaient vu leur faune s'estomper presque entièrement, avec les ratons laveurs chutant de 99,3%, les opossums diminuant de 98,9%, et les lynx roux rétrécissant de 87,5%. Liés à cet effondrement, les lapins des marais, les lapins à queue blanche et les renards étaient maintenant considérés comme éliminés, localement éteints dans la plupart des endroits que le python avait réussi à prendre en charge. Avec cette destruction, se propageant à travers la chaîne alimentaire, l'attention s'est tournée vers des solutions possibles. Le biocontrôle était entré dans la conversation comme une réponse possible à la crise, se tenant comme un magicien mystérieux dont les tours pouvaient rapidement se retourner contre lui. Les scientifiques avaient parlé d'utiliser un virus, un parasite ou une bactérie qui attaquait uniquement les pythons, mais même après que cette idée ait fait surface, les Everglades restaient trop délicats pour risquer un accident qui pourrait nuire à d'autres espèces. À cause de cela, l'idée nécessitait plus d'études avant que quiconque n'ose l'utiliser. Connectée à cette pensée prudente, une autre proposition est apparue, ramener les prédateurs indigènes. Les jaguars avaient pas vécu en Floride pendant le Pléistocène et ces chats puissants pouvaient éliminer de grands serpents, tout comme ils chassaient les anacondas en Amérique du Sud. L'intérêt public, cependant, penchait vers les chasseurs de primes et les autorités traitaient les chasses aux pythons presque comme des défis communautaires. Le Florida Python Challenge de 2013 avait rassemblé 1600 personnes, mais seulement 68 serpents ont été capturés. Un résultat aussi petit qu'une seule goutte de pluie dans une tempête. Les chasses ultérieures ont persisté, culminant avec l'événement de 2023 qui a retiré 209 serpents. Alors que ces idées circulaient dans les cercles scientifiques, le public regardait dans une direction très différente. Les réglementations se déplaçaient silencieusement en arrière-plan, et alors que ces règles prenaient une forme, la Floride exigeait des permis et des étiquettes de transpondeurs intégrés passifs, également appelées étiquettes PIT, pour les grands boas et pythons afin d'empêcher plus de serpents d'être relâchés dans la nature.
En plus de cela, le LACEA Act a rendu illégale l'importation de pythons birmanes aux États-Unis. Les animaux des Everglades ont continué à souffrir malgré ces efforts. Alors maintenant, nous voulons entendre votre avis. Si vous viviez dans un endroit où des serpents envahissants géants remodelaient silencieusement tout l'écosystème, quel type de solution soutiendriez-vous? Préféreriez-vous des outils high-tech, des chasses aux primes, ou même la réintroduction de prédateurs anciens comme les jaguars? Et voici la grande question. Comment pensez-vous que la Floride devrait affronter une menace qui refuse de reculer? Faites-nous connaître vos pensées dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran.